tester et valider ces idées avec des chiffres, avec du concret, jamais avec du ressenti, pour être sûr que de pas en fait faire les choses parce qu'on croit qu'elles sont bien, mais juste vraiment parce que du coup ça apporte vraiment la performance. Et vulgariser en fait, voilà. C'est comment faire en sorte de rendre accessible au plus facilement et à tout le monde les principes et effectivement comment accompagner les managers sur le terrain pour qu'ils soient vraiment à même, sans que ce soit un pain pour eux au quotidien, donc en leur facilitant vraiment la vie, d'animer l'amélioration continue. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on va vous partager des cas concrets d'application de Lean dans l'industrie, des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour ce nouvel épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui je suis avec Dorian Mouton. Salut Dorian. Salut. J'ai plein de questions à te poser Dorian, c'est un peu l'objectif du podcast. Est-ce que tu en as écouté quelques-uns avant ou pas de ceux qu'on a fait des précédents? Effectivement, j'en avais écouté un, le premier qui avait été fait, et puis après, j'ai pas forcément fait mes devoirs et j'ai pas eu le temps. C'est pas grave. Mais j'ai trouvé le format très intéressant. Mais merci, ça fait plaisir. Du coup, si tu l'as écouté, j'ai mis en place une routine que j'aime bien. Ma première question fétiche, c'est comment ça va? Comment ça va vraiment en ce moment? Eh ben, ça va bien. Ça va bien. On profite un peu de l'été pour restructurer un peu l'activité. Tout se passe très très bien pour l'instant niveau business et niveau perso, donc ça va. Stylé. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour dire à nos invités du coup qui tu es et pourquoi on t'a invité aujourd'hui? Ouais, totalement. Alors du coup bonjour à tous. Je m'appelle Dorian. À la base je suis ardéchois. Donc j'ai démarré on va dire ma carrière. J'ai eu un parcours assez atypique. J'ai fait au départ, j'étais dans le monde de la santé, j'étais technicien de laboratoire, puis j'ai découvert le management de la qualité, puis tout ce qui est lean et amélioration de la performance. J'ai bossé à la fois dans la santé, puis j'ai fait un saut dans l'agroalimentaire en tant qu'auditeur qualité, et je suis resté quasiment 3 ans et demi ensuite en amélioration continue chez Plastic Omnium, qui est un groupe dans l'automobile. Ok. Et tout ça t'a amené à faire un truc assez cool, il me semble là. Effectivement. Et tout ce parcours, en fait, je me suis rendu compte d'un dénominateur commun, c'est qu'on fait du diagnostic de l'audit. Et ce diagnostic et ces audits sont pas forcément automatisés sur toute la partie résultat. Et surtout derrière, je me suis posé la question de comment on peut impliquer au mieux les équipes terrain dans la démarche d'amélioration continue. Ce qui est aujourd'hui, je pense, un pain dans la plupart des boîtes. Et l'objectif, donc, à travers la startup que j'ai montée, Genba, c'est d'aller vers du collaboratif, d'impliquer les équipes dans la démarche d'amélioration continue et d'optimiser à la fois la partie diagnostic, création du diagnostic, et la partie résultat derrière de ce qu'on va en tirer pour pouvoir optimiser la performance de l'entreprise. Parce que du coup, toi, c'est un problème que tu as vécu sur le terrain. C'est quoi le problème en fait qu'est-ce qui t'a motivé à faire ça? Qu'est-ce que tu as vu qui manquait? Quand tu dis digitaliser, c'est un peu flou. Moi, j'aime bien rentrer dans le concret en fait. Exactement. Effectivement, ouais. Donc, quand j'étais dans mes diverses expériences professionnelles, on va dire, je me suis rendu compte effectivement que on faisait passer beaucoup de temps à faire du diagnostic, à l'animer, à mettre à jour les diagnostics, à refaire donc des diagnostics. Ce qu'on appelle diagnostic, c'est également des Gemba Walk, qui sont appelés Gemba Walk dans le monde du Lean. Pour les néophytes qui nous écoutent, est-ce que tu peux détailler un peu plus précisément ce qu'est le Gemba Walk? Exactement. Donc le Gemba Walk, c'est de faire une tournée, d'aller sur le terrain en fait. C'est le terme Genba, c'est aller sur le terrain et vraiment d'aller chercher la valeur ajoutée sur le terrain. Donc c'est faire un audit, faire une photo à un instant T,
Et de cet audit en découle finalement un diagnostic, c'est-à-dire qu'on va identifier des axes d'amélioration et ces axes d'amélioration, on va réaliser derrière une partie plan d'action où on va impliquer les équipes pour qu'elles prennent en main l'amélioration continue de leur société à travers réalisation de plans d'action et d'axes et réévaluation de la performance pour aller vers une amélioration constante en fait au quotidien. Ok, mais du coup, toi, ce que tu me dis là, je cherche un peu la petite bête, mais c'est parce que je sais que ton système il est bien, donc. Mais en fait, toi, ce que tu me dis, c'est que, en fait, qu'est-ce qui manquait avant que tu arrives? Parce que de ce que tu me dis là, on peut le faire déjà tout seul, en fait. Ouais, effectivement. Aujourd'hui dans l'industrie, on va réaliser les diagnostics, on va réaliser son diagnostic. En fait, aujourd'hui, on va la plupart du temps faire ça sur un format Excel ou autre, mais souvent sous forme papier. Et l'idée, c'est aujourd'hui d'apporter, le but, c'est de mettre le digital au service de l'homme et non pas l'inverse. Ça, c'est vraiment une mission et une vision que j'ai au sein de ma boîte. C'est que le digital est un outil et qui doit servir les équipes terrain. Et donc, l'objectif derrière, c'est une fois qu'on a réalisé notre diagnostic, comment l'application va pouvoir récupérer finalement tous les indicateurs qui sont sortis sur le terrain pour derrière s'en servir comme indicateur d'animation au quotidien et vraiment d'impliquer les équipes pour aller vers des plans d'action partagés, plus de collaboratifs, un planning et faire en sorte que un directeur d'usine ou un chef de service puisse collaborer facilement avec son équipe et que, à l'inverse, son équipe puisse facilement remonter les actions terrain pour avoir une communication dans les deux sens et simplifier finalement la démarche. Ok. En fait, si je comprends bien, toi, le problème, ce qui t'a vraiment fait du mal quand tu travaillais dans l'amélioration continue et dans les usines, c'est que finalement, il y avait des fichiers Excel, il y avait des choses qui existaient papier, mais elles n'étaient pas partageables. Parce qu'un fichier Excel, va le partager. T'es sûr de jamais avoir la bonne version. T'es sûr qu'il y a tout le temps il va y avoir des doublons, des copies, machin, etc. Donc finalement, en fait, l'information qui n'est pas confidentielle, elle se retrouve cloisonnée. Il y a qu'une seule personne qui a la source d'information. Des fois, c'est plusieurs personnes qui ont plusieurs vérités, qui mises bout à bout feraient la vraie vérité, mais on le sait pas. Et du coup, ça rend les choses opaques et ça frustre à la fois les équipes terrain et les managers. Et c'est ça, toi, que tu voulais tacler avec Gemba, c'était de dire, finalement, nous, on reste un tableau Excel, mais à l'instar d'un tableau Excel, on est partageable et on sera toujours à jour. Et tout le monde voit la même image de ce qui se passe réellement dans l'usine. Et donc, tout le monde est au courant et impliqué, en fait. C'est ça, et pour aller juste un peu plus loin, effectivement, un fichier Excel, c'est partageable, et surtout un fichier Excel, on ne va pas pouvoir faire la communication dans l'autre sens. C'est-à-dire que même si un fichier Excel, on va pouvoir le partager entre guillemets à son équipe, on va pouvoir voir à un instant T des indicateurs sur un Excel, mais par contre, on va pas avoir ce côté évolutif. Ce côté d'adaptabilité, et ça c'est super important dans l'industrie pour pouvoir être au plus juste par rapport à un process. Et si demain le process évolue, on a juste à plutôt que refaire tout son Excel, rajouter une ligne, refaire ses indicateurs, etc. On a juste à rajouter une étape dans le diagnostic et automatiquement cela va s'ajouter au système en fait. Ok, donc ouais, à la fois il y a le partage qui est hyper important parce que c'est ça qui permet aux équipes en fait à tout le monde d'avoir le même niveau d'information. Il y a aussi l'évolutivité parce que une usine c'est pas fixe en fait. C'est ça. Ça bouge quoi. C'est vrai que ça peut paraître assez. Moi c'est un des trucs je trouve qu'on a le moins conscience à chaque fois. C'est que une usine elle fait jamais la même chose en fait. C'est il va y avoir une évolution des pièces, une évolution des machines, une évolution des méthodes de travail.
il va y avoir des nouvelles références à fabriquer ou à plus fabriquer. Enfin, et du coup, ça, en fait, tu vis quoi, tes processus, enfin, ça, justement, ils sont tout le temps en mouvement quoi. Donc du coup, tes fichiers Excel qui sont assez statiques, avec tes formules, ça casse tout quoi. C'est exactement ça. Et le troisième point, je dirais important, c'est de faciliter la démarche. Rien n'est simple dans Excel. C'est simple à utiliser, certes, mais après, une fois qu'on a notre Excel, c'est comment on facilite au quotidien, comment on fait en sorte qu'on anime une réunion avec un Excel, c'est pas forcément l'idéal. Donc c'est vraiment faciliter et apporter plus d'ergonomie à travers une application qui va faire la même chose, mais de façon beaucoup plus optimisée. Ça, c'est cool, ça. Est-ce qu'on pourrait revenir... On est passé assez vite sur le terme Gemba. Ouais. C'est du japonais, c'est ça? Ça veut dire marché, en fait. Ça veut dire la valeur ajoutée sur le terrain, en japonais. Donc, c'est vraiment... Ça veut dire tout ça, juste Gemba? Ouais, voilà, ouais, juste Gemba. Les Japonais sont très, très forts. Alors, pour la petite histoire, on a l'habitude de parler du Gemba. Avec un M, parce qu'en France, on aime bien la langue française dit qu'on met des M devant les B. Or, le vrai mot japonais, c'est le Genba, tel que Taishi Ono, ingénieur chez Toyota, que la plupart des auditeurs, je pense, vont connaître. Voilà, donc l'idée, c'est de revenir à l'essence même du Lean et de respecter les principes et le vivre ensemble que prônait Taishi Ono. Et donc du coup voilà, j'ai choisi d'appeler ça Genba avec un N. Et voilà, pour revenir à ça, effectivement, c'est la valeur ajoutée sur le terrain. Et c'est comment on va aller impliquer les équipes et dire tout simplement la plupart des problèmes, on les résout en fait en salle de réunion, entre guillemets, donc loin du terrain. Et comment finalement sur le terrain on va aller chercher la solution à nos problèmes et être vraiment dans l'opérationnel. Ouais, c'est ça en fait, c'est ce que je trouvais fort moi dans cette méthode. Un jour on m'avait expliqué le vrai valeur ajoutée du Gemba, c'est de dire à un responsable de production, manager, etc. Tu dois au minimum une fois par semaine descendre. Exactement. Et être disponible. Et en fait, c'est pas être disponible. En fait, tu dois descendre sur le terrain et tu fais un tour. Et t'es disponible dans le sens que les gens peuvent te parler et tu peux leur poser des questions. T'es là pour t'étonner en fait. Et tu vas jamais faire t'es pas là pour produire, t'es pas là pour faire des réprimandes, t'es pas là pour machin. Juste, t'es un observateur quoi. T'es un observateur dans ta propre usine et en fait t'apprends des choses extraordinaires. Mais je trouve que ce qui me plaît là-dedans, c'est la simplicité de la chose en fait. Parce que on est quand même, je pense que comme moi, t'as fait une école d'ingénieur. Ouais. Et on est quand même sacrément formaté à créer des choses complexes, des systèmes dits intelligents, techniques, technologiques, compliqués, tu vois, avec des cahiers des charges, etc. Et des fois, eh ben putain, il faut juste marcher dans l'usine, quoi. Ouais. Tu vois, c'est pas besoin de faire des réunions, de faire des VSM, d'analyser des flux avec des probabilités, des machins, etc. En regardant le cours du bois ou je ne sais quoi, en faisant des trucs hyper compliqués. Non, juste va te balader dans l'usine. Regarde ce qui se passe. Et tu vas voir, il y a des trucs déjà qui sont quand même assez fous et hyper intéressants que t'avais même pas imaginé, quoi. C'est ça. Et surtout alors balader dans l'usine effectivement sur l'aspect ultra industriel, mais même également, je dirais balader dans les services. C'est-à-dire que balader dans toute l'usine, pas que forcément sur le terrain en production, c'est adaptable à beaucoup de choses en fait. Le fait juste de observer, de prendre un peu de recul, de se dire ok, je fais un diagnostic là-dessus. Je peux penser par exemple, je suis en train de créer un diagnostic sur du management de la transition avec un consultant en management de transition qui lui est intéressé parce que finalement c'est aujourd'hui ce qui fait aussi son métier, c'est de faire un diagnostic. C'est la première étape
Et s'il peut avoir une application un peu plus smart pour accompagner ses clients, eh ben ça marche aussi. Et en fait, ça c'est un peu ce que je me suis rendu compte à travers Genba, c'est que c'est pas forcément que pour l'aspect purement industriel, ça peut aussi être décliné à beaucoup de choses, dans le sens où tout le monde fait du diagnostic aujourd'hui, tout le monde fait de l'audit, et c'est aussi une vision un peu plus large. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on se rend compte que les principes de l'amélioration continue peuvent être adaptés à beaucoup de choses et beaucoup de services et beaucoup de use cases différents. Et je pense que tu me suis là-dessus. Ah oui, oui, ouais, complètement. Nous, c'est vrai qu'on est aujourd'hui, on est focalisé sur les usines parce que ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles on a créé Déclic, mais on a déjà installé nos boutons chez Cultura, tu vois, par exemple. Ouais, voilà, exactement. Et Cultura, en fait, quand il réfléchit, c'est une usine, quoi. C'est-à-dire c'est une usine au sens les étagères sont des machines et les employés, je sais plus comment on dit, des rayons sont des opérateurs et des opératrices, quoi. Non, mais c'est très intéressant. Et ce qui est je reviens sur un truc que t'as dit, c'est il faut pas visiter que ça je trouve ça c'est vrai que souvent c'est assez révélateur. Faut pas visiter que la chaîne de prod. En fait, la chaîne de prod, c'est une partie. Autour, t'as la logistique, le magasin, la maintenance, la qualité, les méthodes. Et en fait, t'as tous ces services-là qui gravitent autour et qui ont une influence. Enfin, la production a besoin d'eux et ils ont une influence sur la productivité de la prod, quoi. Exactement. Ouais. Moi, je vois aujourd'hui vraiment l'entreprise comme un ensemble. Ouais, ça me fait penser. Je divague un peu, mais ça me fait penser. J'ai lu quelque chose sur la perma-entreprise. On parle beaucoup de permaculture dans le monde de l'agriculture. Je reste à des choix. Okay. Et le bon sens paysan, c'est la base. Mais vraiment se dire que aujourd'hui, l'entreprise, c'est un écosystème. Et c'est un ensemble de processus à la fois opérationnels, vraiment purement axé terrain et prod, et tout ce qui gravite ensemble qui fait la valeur ajoutée de l'entreprise. Et effectivement, je pense qu'aujourd'hui, si on serait amené à l'avenir à réfléchir à une entreprise de manière plus large que ce qu'elle peut être sous forme de services, etc., et d'aller vers vraiment de l'horizontalité, et de se dire, ok, on est tous dans le même bateau et on a tous besoin les uns des autres pour avancer ensemble. Je suis d'accord, tu vois, mais c'est facile en fait de dire ça. Ouais, parce que tu vois, c'est quand même super simple de dire ça. Putain, l'horizontalité, c'est compliqué. T'imagines, il faut revoir toutes les méthodes, tous les outils, tous les logiciels que tu utilises, qui sont même pas pensés pour faire totalement. De l'horizontalité. Tu vois, c'est en ça que je trouve que je sais pas, moi je me mets à la place d'un responsable, d'un directeur d'usine, d'un chef d'entreprise, d'une usine de production, qui a envie d'impliquer ses équipes, qui a envie, tu vois, d'avoir un système horizontal. Et waouh. T'imagines, du jour au lendemain, là, il faut. Ouais, non, mais ça se fait pas du jour au lendemain, et c'est une question de culture aussi derrière de l'entreprise. Mais ce que je veux dire, c'est que sans même parler d'horizontalité, qui est un peu qui est un peu d'holacratie, et voilà, de ces nouveaux systèmes de management. C'est sans aller jusque là, c'est juste de se dire on travaille ensemble, et je pense que le Lean met pas assez l'accent aujourd'hui sur la gestion des talents, et de comment dans un service où on va trouver une uniformité en travaillant ensemble, et avec plus de transversalité, voilà. Avec plus de transversalité dans la façon d'aborder le Lean. Limite, il faudrait que tout le monde soit formé à ces méthodes d'optimisation de la performance, parce que à tout étage dans l'entreprise, ça peut être utile. C'est plus un peu comme il faut savoir lire et écrire, faudrait savoir faire du Lean, quoi. Enfin, faudrait connaître les principes du Lean.
Ouais, connaître les principes. Pas forcément tout savoir, mais juste connaître les principes pour quand on connaît, on va avoir plus facilement tendance, je pense, à comprendre, tout simplement, à comprendre et à appliquer ces principes-là au quotidien. Mais tu sais, on n'arrête pas de dire que le lean, finalement, tous les invités ils m'ont dit la même chose quasiment. Le lean, c'est du bon sens paysan. Ouais, clairement. Finalement, en fait, c'est être empathique, se remettre en question, écouter les autres, réfléchir à des solutions communes, ne jamais être persuadé d'avoir la vérité absolue, toujours tester et valider ses idées avec des chiffres, avec du concret, jamais avec du ressenti, pour être sûr que de pas en fait faire les choses parce qu'on croit qu'elles sont bien, mais juste vraiment parce que du coup ça apporte vraiment la performance. Et je sais pas si tu as observé ça peut-être dans tes expériences précédentes ou peut-être tu t'en rends compte maintenant. Moi j'ai l'impression que vu que c'est du bon sens, les équipes elles sont déjà prêtes en fait. Genre j'ai jamais vu un opérateur qui était pas prêt à ce qu'on fasse du lean. Tu vois genre à ce que par contre j'ai plus vu des managers un peu finalement un peu perdus parce que ils veulent le faire mais ils savent pas comment on fait et l'équilibre au sein de ton équipe de production il est quand même assez fragile tu vois et il y a un truc tu vois d'orgueil d'ego de peur aussi de peur de mal faire ça c'est un truc que tu vois faudrait qu'on fasse une start-up là-dessus pour dire aux responsables de production tu vois n'ayez pas peur de faire des erreurs mais on vit quand même dans ce monde-là, donc il faut leur proposer des outils. Moi, c'est pour ça que j'aimais bien Gemba. C'est un outil qui je trouvais qui rassemble, tu vois. C'est ça que j'aimais bien dans ce que vous proposiez, c'est que qui rassemble et qui guide, qui rend ça simple, parce que finalement le lean, c'est quand même quelque chose d'assez complexe, quoi. En fait, pour ceux qui doivent l'infuser auprès des équipes. Totalement. Et c'est vrai que pour aller dans ton sens, les opérateurs en fait sur le terrain, évidemment comme c'est du bon sens, ne vont pas être forcément trop. Enfin, ils vont être plutôt emballés et plutôt dans la démarche. Par contre, c'est vraiment sur, je pense moi, la communication. Telle qu'elle est pensée aujourd'hui dans les usines avec des gros dashboards, etc. Et d'ailleurs Déclic en est un bon exemple aussi, hein, des boutons connectés sur le terrain, rien de mieux finalement et plus simple pour expliquer à un opérateur ok donc tu appuies sur le bouton mais derrière qu'est-ce qui se passe et pour quantifier ces arrêts et lui faire comprendre en fait, lui faire juste comprendre que si la machine s'arrête, derrière il se passe ça et vulgariser en fait. Voilà. Je pense que le mot il est là, c'est vulgariser, c'est comment faire en sorte de rendre accessible au plus facilement et à tout le monde les principes et effectivement comment accompagner les managers sur le terrain pour qu'ils soient vraiment à même sans que ce soit un pain pour eux au quotidien, donc en leur facilitant vraiment la vie d'animer l'amélioration continue. Mais tu vois, c'est rigolo ce que tu dis. Tu parles de communication. Tu me fais réaliser que tu vois, j'ai une histoire rigolote. Il y a pas longtemps, je vais chez un client. On suit un peu l'évolution des boutons et il y a des opérateurs plusieurs opérateurs qui disent ouais mais finalement on comprend pas trop à quoi ça va servir d'appuyer sur les boutons. Tu vois. Et du coup c'était très drôle parce que quelques mois avant, le fait d'appuyer même sur ces boutons avait permis d'acheter une nouvelle machine qui coûte plusieurs dizaines de milliers d'euros et qui leur facilite à tous la vie parce qu'il y a beaucoup moins de défauts sur les pièces parce que la machine elle est plus précise, elle est plus rapide, etc. Et du coup j'ai dû en fait je me suis rendu compte que jamais
on avait pris le temps de leur expliquer à quoi avaient servi les boutons. Et quand je leur ai, et du coup, les managers, tu vois, il y avait, et cette information, elle sait pas elle est pas, je pense, tu vois, genre, le manager, il a pas fait exprès de pas le dire. Parce que pour lui, c'était tellement évident que ça avait servi à ça, Ouais, c'est ça. tu vois, en fait, il retenait pas de l'information délibérément. C'est juste que, ben, pour lui, c'était tellement évident, ça faisait tellement partie de son quotidien que tu vois, les boutons ont donné lieu à ça. Il pensait que tout le monde l'avait compris. Sauf qu'en fait, quand tu te mettais à la place de l'opérateur, et là, je me suis mis dans leur peau pendant quelques secondes quand ils m'ont envoyé ça en pleine face, je me suis dit, mais attendez les gars, c'est pas possible. On a mis les boutons chez vous. En plus, on écrit une belle histoire et tout. On vous a aidé à faire ça. Comment vous pouvez ne pas avoir compris, tu vois encore? Et ben, je me suis rendu compte que c'est juste que de leur prisme à eux, c'était pas corrélé. Le fait d'appuyer sur ces boutons et d'avoir une nouvelle machine, ça n'avait pas été corrélé. Parce que déjà la nouvelle machine, physiquement, là où les boutons appuyaient, c'est pas là qu'elle avait été installée, parce que c'est en amont de là où on a le problème. Donc déjà physiquement, les boutons ils étaient toujours là, alors que normalement il y avait une nouvelle machine. Oui, ils appuyaient moins dessus, mais tu vois genre et en fait c'était juste de prendre le temps. Je pense que c'est aussi bien, tu vois, de si je devais donner un conseil que j'ai vu mettre en application dans une usine pour les responsables de production, c'est prendre le temps de recoller toutes les pièces du puzzle pour que, en fait, tout le monde ait le même prisme de vue que toi. Parce que finalement, les choses, si elles sont trop évidentes, c'est qu'elles le sont pas. C'est qu'il y a forcément quelqu'un qui les a pas compris comme toi, quoi. Et capitaliser et surtout, communiquer les succès aussi. Je trouve qu'on a beaucoup tendance à communiquer ce qui ne va pas, et c'est bien de le faire. Mais trop peu communiquer sur les succès, sur ce qu'on a réussi, sur comment avance l'usine et quelle est la vision de l'entreprise. Je pense qu'aujourd'hui, si on manque aussi de vision long terme. Bon, après la crise et les épreuves qu'on traverse ou que traverse une entreprise font que c'est compliqué des fois d'avoir une vision très long terme, mais juste donner des axes et de dire ok, si on fait ça, c'est pour ça, et donner une vision aux gars sur le terrain pour qu'ils comprennent vraiment que l'utilité de le faire. Et ouais, je pense que ça passe vraiment par ça, par la communication et la compréhension. J'allais te demander de me définir ce que ça voulait dire donner une vision, mais je trouve que elles sont un peu rudes ces questions à chaque fois. On va plutôt faire une autre méthode. Donne-moi 2 versions de donner une vision. La très mauvaise version, le plus mal qu'on pourrait faire de donner une vision dans une usine, et le mieux qu'on pourrait faire. Pour toi, ça ressemblerait à quoi? Pour moi, le plus mal qu'on pourrait faire, c'est dire il faut atteindre tel chiffre d'affaires sans rien autour. Ok, voilà. Ça c'est un super exemple, ça, ouais. Parce que je pense que c'est le quotidien. Moi, quand je discute avec des gens, je sais pas si c'est le cas pour toi, j'entends souvent ce que tu viens de dire là. C'est oui, on doit faire x2 en termes de quantité. On doit faire on doit diviser par 2 le temps de telle référence. Mais voilà, en brut comme ça. Ouais. Et la ça, c'est le pire, ça, du coup. La meilleure façon, du coup, le benchmark de l'idéal, je dirais, c'est déjà parler d'ambition, je pense. Je pense que c'est important d'avoir une ambition aujourd'hui. Et en France, c'est pas forcément dans nos codes. Et surtout, être aligné sur les valeurs et les principes de fonctionnement. C'est-à-dire que une vision, c'est vraiment pour moi un ensemble, en fait. C'est quels axes on met en place, quels axes d'amélioration on met en place pour atteindre quelle ambition, aligné autour de quelles valeurs, avec quel principe de fonctionnement, et finalement avoir un projet, quoi, en fait. Alors, un projet d'évolution dans l'entreprise, un projet de dire ok les gars, on est tous dans le même bateau et on va tous en faire peut-être un peu plus parce qu'on a cette ambition et cet objectif à atteindre. Je sais pas si t'es en phase, mais ouais, je suis en phase, et en fait ce que je me dis, c'est un peu toujours la même chose, c'est le ruissellement, tu vois. Alors c'est exactement comme en fait t'as des, tu sais, comme
l'eau qui tombe qui fond en haut de la montagne, quoi. Et en fait, à la fin, elle arrive, elle est toute pure. Bon, c'est peut-être un exemple qui met dans le mauvais sens, mais il manque tout. Il y a plein d'informations, de sédiments, de pierres et tout qui sont restés en haut, en fait. Et j'imagine un conseil d'administration où tous les managers ressortent hyper motivés avec une supervision de qu'est-ce que va faire la société, machin, etc. Et en fait, après, du coup, il y a des morceaux d'informations qui se perdent et on finit par un truc où pour les équipes terrain, c'est il faut faire x2. Et putain, c'est pas motivant, quoi. Ouais. C'est pas motivant, quoi. Ouais. Alors qu'en plus, ce qui est frustrant, c'est que ils ont une histoire à raconter. Les mecs sont fiers de bosser dans la boîte. Ils seraient fiers de s'arracher pour atteindre les objectifs de cette belle histoire parce que justement l'enjeu il est beau, l'enjeu il est intéressant, l'enjeu il leur parle aussi. Eux aussi ils veulent faire partie de cette réussite là, quoi. Et c'est vrai quoi. Du coup on parle beaucoup de vision, mais je pense que c'est pas aussi simple que ça de pousser ces équipes à faire plus. En fait, il faut leur donner tout le contexte, quoi. Vraiment se poser et leur expliquer pourquoi est-ce que l'usine elle veut faire x2. Parce que du coup là on est peut-être que tu vois on est une jeune usine, donc on est encore en train de faire nos preuves, il faut qu'on arrive à être rentable ou ça peut être plein de choses en fait. On est en train d'attaquer un nouveau marché. C'est clair. Et je dirais autre chose. Aujourd'hui, je pense que la plupart des entreprises aussi ont du mal à dire si on leur demande quelle est leur performance aujourd'hui sur leur process. Alors ils vont te sortir des indicateurs purement machine, peut-être, mais sur la performance globale, de où ils en sont, quels sont leurs pains, ils ont parfois du mal à les identifier et du mal à dire c'est là-dessus ou c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'améliore et à prioriser les actions à mettre en place. Et c'est aussi ça, je pense, qui est important, c'est pour en revenir un peu à Genba, c'est le point de départ, mais c'est faire un diagnostic. Aujourd'hui, je pense que certaines sociétés, en tout cas peut-être pas toutes, hein, mais ont du mal, ne sont pas capables en fait de te dire, ok, on sait qu'on a des problèmes, mais on sait pas exactement où, on sait pas exactement comment, sur quel process, et on sait pas les évaluer en fait, ou les quantifier. Voilà. Et donc du coup, des solutions comme Déclic également. Et c'est pour ça, je pense que ça accroche bien aussi sur notre vision, je pense, de voir les choses. C'est comment on quantifie ce qui ne va pas et comment on accompagne pour améliorer derrière, quoi. Et ouais, je pense que c'est vraiment un point de départ, une base, et qu'aujourd'hui, avant de définir une vision, il faut aussi définir un point de départ. C'est vrai. On n'a pas beaucoup parlé de ce que tu avais fait avant. Moi, ça m'intéresse aussi. Je suis sûr que tu as des histoires extraordinaires de travail, de belles choses ou peut-être de choses que tu as réalisées, des moments que tu as vécu quand tu étais responsable d'amélioration continue, si je dis pas de bêtises. Ou des échecs que tu as eu. Ça, c'est bien aussi, les échecs. Moi, j'aime bien les échecs parce que déjà, les gens qui nous écoutent, ils vont se dire, je suis pas tout seul. Tu vois, ça rassure. Et dans l'échec, le plus important, c'est de comprendre. Tu vois, c'était quoi le truc? Du coup, c'est marrant parce qu'il y a un exemple là qui me vient à l'esprit et je pense qu'il sera intéressant. C'est à la fois, il y a un échec et une réussite à l'intérieur. Alors, je vais te replacer dans le contexte. Donc, je travaillais effectivement au sein de Plastic Omnium dans une usine au nord Ardèche, à côté d'Annonay, usine d'Andance. Il y avait une usine à côté à 1 kilomètre qui avait mis en place un moyen ergonomique. C'était un moyen ergonomique qu'ils avaient acheté assez cher pour lever des bidons de peinture. Donc moyen ATEX, dans une zone ATEX, donc atmosphère explosive. Voilà. Et en fait, mon manager me dit, ils ont mis ça en place et nous, on avait des gars qui se plaignaient de problèmes de dos. Et donc, il me dit, va voir ce qu'ils ont mis en place et on fait la même chose. Et du coup, première chose que j'ai fait, évidemment, je suis allé sur le terrain et je suis allé voir ce qui avait été mis en place
de l'autre côté. Et en fait, quand je suis arrivé, la machine a été sous bâche, dans un coin, et avec un nuage de poussière dessus, et j'aurais demandé s'ils l'utilisaient. Comme comme ils me connaissaient pas, ils m'ont dit oui, on l'utilise, et du coup, je leur ai demandé qu'ils me fassent une démo. Et la personne a été incapable d'utiliser le moyen ergonomique. Donc là, j'aurais dit bon, expliquez-moi comment ça marche. On dit ouais, c'est trop compliqué, on n'arrive pas à manœuvrer, ça marche pas, c'est pas adapté. Voilà. Bon, donc du coup, j'ai compris qu'il y avait un problème. Je suis revenu voir mon responsable. J'ai dit bah, je pense que c'est pas la meilleure idée de mettre mettre en place ce qui a été mis sur Saint-Désira, et je pense qu'on peut faire mieux. Et du coup, je suis allé les voir, et donc je leur ai demandé d'en savoir un peu plus. En fait, je me suis rendu compte que c'était pas quelque chose qui avait été géré trop avec les opérateurs sur le terrain. Ils n'avaient pas forcément été en phase avec les idées qui avaient été choisies en termes de direction. Et donc du coup derrière la machine n'était pas utilisée. Et donc je les ai sollicités, et j'ai sollicité aussi les opérateurs de l'usine en disant bon, maintenant on fait quoi et qu'est-ce qu'on met en place. Et donc on est parti de la machine existante, et finalement on a fait fabriquer un petit artisan à côté en Ardèche, à partir un peu du même principe, mais quelque chose un peu plus artisanal peut-être, mais qui là au moins était plus étudié et fonctionnait. Et en divisant le budget par 3, on a reproduit un moyen ergonomique qui était utilisé et qui a été utilisé encore jusqu'à ce que je parte de l'usine. Et je sais qu'ils en ont fait une version 2, on va dire. Ils l'ont amélioré. Et il était question de le mettre en place également pour remplacer celui qui n'était pas utilisé de l'autre côté. Donc je trouve que c'est intéressant, et c'est un vrai exemple de concret de ce qu'on peut mettre en place en allant sur le terrain, et qui soit vraiment en phase avec les équipes. C'est un peu on dirait un sketch en fait. C'est un peu genre on a posé la question à personne quoi. En fait c'est ça quoi. On dirait un peu un sketch, mais je peux pas mettre ça pourrait être un sketch des Chevaliers du Fiel quoi. Genre on arrive et il y a une nouvelle machine, personne n'est au courant quoi. C'est limite Non, parce qu'il y avait un besoin, hein. Il y avait un vrai besoin par contre. Les mecs se plaignaient de mal de dos, et les mecs avaient mal au dos, mais la machine était tellement pas pratique, tellement pas faite pour cet environnement en fait. Parce que je pense que dans une salle plus grande, avec plus d'espace, ça aurait parfaitement convenu aux besoins. C'était juste que là, on avait une énorme machine pour finalement juste lever un bidon de peinture entre guillemets et le basculer quoi. Il n'y avait pas besoin ouais. Il y avait une pas d'adéquation entre ce qui avait été mis en place et le besoin utilisateur. Ouais, et puis c'est surtout quoi, genre c'est un peu toujours la même chose, on résout une partie du problème, mais en fait on en crée un autre derrière parce que du coup on rend les opérations plus lentes. C'est ça. Du coup les opérateurs, si tu leur fais perdre du temps, ils vont pas utiliser ta machine. Hein. C'est ça. faut que ça soit isotant, ou alors que tu leur fasses gagner du temps parce que sinon c'est ouais, bon, quoi. ou même s'ils perdent un peu de temps, à la limite c'est pas grave si à un côté ils gagnent en sécurité et que le mec il se flingue pas le dos. Et donc pour la petite histoire, il y avait un gars qui refusait, qui avait plus envie de nous dans l'usine où j'étais d'aller en ligne peinture. Il avait dit moi c'est mort, j'y vais plus. Et on avait besoin de lui sur ce poste, et finalement grâce à la machine il a pu retourner en ligne peinture parce qu'il se flinguait plus le dos. Et donc du coup ouais, c'était quand même une belle réussite. Je pense que c'était intéressant. C'était intéressant. Et après j'ai travaillé aussi sur un projet de mise en place d'ébavurage automatique. Donc les gars ponçaient des pièces à la main, et l'idée c'était de mettre en place un système d'ébavurage automatisé pour que cette tâche ultra peu ça c'est vraiment zéro valeur ajoutée quoi. Enfin c'est vraiment une tâche qui est d'une abîme les gars, et de deux c'est pas forcément utile pour le produit. Donc l'idée c'était de remplacer ça par des fraises sur des robots pour faire de l'évaluage automatique. Et c'était un projet qui était super intéressant, et pareil c'est aussi la gratification qu'on peut en termes de reconnaissance. Voilà, les gars on se dit bon bah on se sent utile entre guillemets parce qu'on a mis en place quelque chose, et que les gens sont contents sur le terrain quoi. Ouais, c'est vrai que ça paraît simple à chaque fois quand on le dit quoi. Je pense qu'il y a des problématiques aussi humaines et tout ça qui rentrent en jeu, mais Bien sûr. Au final, ça paraît quand même assez simple de dire il suffit d'écouter les autres.
Est-ce que tu aurais, sauf si tu as peut-être une autre histoire à nous raconter qui te vient en tête, dans le style, je sais pas, je te laisse un petit moment pour me dire. Sinon, moi, ça m'intéresserait aussi, sauf si t'en as une, tu me coupes pas, donc c'est bon. Tu nous dises ton plus gros coup de gueule de l'industrie en France. Mon plus gros coup de gueule de l'industrie en France. Ouais. La France entière t'écoute. T'es sur le 20h de Claire Chazal, là. Si t'as un message à faire passer, un coup de gueule à faire passer pour les usines, les industries en France. Ça peut être sur n'importe qui, ça peut être... dis-nous ce qui te saoule, quoi. Moi, ce qui me saoule le plus, c'est qu'on ne prenne pas en compte le côté écologique dans l'économie, dans les retours sur investissement projet. Je m'explique. On va préférer, par exemple, payer des amendes en se disant ouais bah c'est pas grave, on pollue sur quelque chose ou quoi que ce soit, plutôt que de mettre en place un projet. Parce qu'on va calculer, on va se dire ok le ROI il est de 3 ans et demi et donc du coup bah on va dire bah non et enfin en fait dans les retours sur investissement on ne prend en compte que l'aspect financier et je pense qu'aujourd'hui en 2021 il faudrait qu'on crée un système de ROI qui prend en compte à la fois l'aspect écologique, l'aspect vraiment sociétal, l'aspect sécurité, santé et sécurité. Alors je sais que certaines entreprises le font, hein, je dis pas, mais je pense que ça devrait être une norme. Et je pense qu'on devrait voir le côté financier, bien sûr, comme quelque chose d'important, mais le mettre sur le même plan que la qualité de vie au travail, ou que la santé-sécurité, ou que l'écologie, et que tout ça rentre en compte dans le retour sur investissement projet. Voilà mon petit coup de gueule. Sacrée norme à mettre en place, ça. Ah ouais, non mais c'est un peu utopiste, hein. Je suis d'accord, hein. Je suis un peu utopiste sur les bords, mais non, mais ce que je veux dire, c'est que bah, de toute façon, on le voit de plus en plus, hein. La RSE, c'est pas juste un effet de mode, à mon avis. C'est vraiment quelque chose qui est de plus en plus mis en place au sein des sociétés et qui je pense, est important à prendre en compte dans une vision globale d'une entreprise, en fait. Et je pense que c'est en faisant en sorte que les gens soient bien sur leur poste, etc. Il y a eu un rapport, une étude qui était super intéressante qui montrait que c'est au Canada qu'ils ont fait ça, ils sont bien en avance. Avec des équipes impliquées sur le terrain. Alors, j'ai pas mes sources, hein, faudra chercher. Mais en gros, avec des équipes plus impliquées sur le terrain, on obtient en moyenne 20% de productivité en plus et que l'implication passe par évidemment le fait que les équipes soient bien, quoi, soient contentes d'aller travailler dans un écosystème favorable et en fait, si un mec il est bien sur son poste de travail, ben il va se donner plus. Et voilà, je pense que aujourd'hui, l'implication des équipes passe par tout un ensemble de choses diverses et variées, et il faut prendre en compte tous ces aspects-là dans une entreprise. Je valide, je partage à 100%, je suis d'accord avec toi. Je reviens sur la partie écologique. Tu as commencé par sur la partie écologique, même si tu as englobé avec d'autres choses dedans. On devrait prendre aussi l'impact écologique dans nos choix, dans nos calculs de ROI. Ouais. C'est assez rigolo qu'on se dise ça maintenant parce que souvent, ce qui écologiquement est rentable, ça l'est aussi financièrement généralement. Et bien sûr, parce que transiter, faire produire de la matière loin, en fait, c'est plutôt, moi je rejoins ton coup de gueule et je rajouterais en fait c'est, est-ce qu'on est sûr de prendre en compte tous les coûts quand on fait un calcul de ROI? Ouais. Parce que par exemple, on a un service logistique parce qu'on achète des pièces en Chine. Et si on n'achetait pas de pièces en Chine, on n'aurait pas besoin de tout ce travail de logistique. On n'aurait pas tous ces retards, on n'aurait pas tous ces problèmes de qualité, de défauts et de rebut. C'est clair. Et
et du coup, finalement, ben, peut-être que le problème, c'est que, en fait, on prend pas en compte tous les vrais coûts quand on essaye de faire un calcul de ROI, quoi. Un peu comme ta machine, quoi, où on essaye de résoudre un problème et on se rend pas compte qu'à côté, on en génère 10 et du coup, personne l'utilise, quoi. Sauf que là, c'est caché derrière les chiffres, donc on le voit pas, quoi. C'est ça. Eh ben, c'est un bon coup de gueule. Moi, j'aime bien. Je sais pas comment on peut faire pour le mettre en place, mais ça serait intéressant d'essayer. Ouais, non, mais c'est ce que je dis, hein, c'est peut-être un peu utopiste, mais C'est bien, il faut rêver. mais ouais, mais je pense que, je sais pas ce que t'en penses toi, mais je pense que la tendance va dans ce sens-là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, de plus en plus, bah, il suffit de regarder bon, après, ils font pas forcément pour les mêmes raisons, mais des boîtes comme Google ou autres, font en sorte, que leurs salariés soient le mieux possible. Parce qu'ils ont compris que c'est comme ça qu'ils obtiennent de la productivité, en fait, tout simplement. Moi, j'en Et suis. Je, je, je pense que demain, une entreprise. Non, bon, enfin, demain, toutes les entreprises qui ne font pas attention à leurs employés, c'est-à-dire ne leur donnent pas du sens et exactement. et des réelles motivations. Et quand je parle de réelles motivations, je parle de tout sauf de l'argent, parce que finalement l'argent n'est pas une motivation. Je pense que les entreprises qui ne font pas ça mettront la clé sous la porte, parce qu'elles vont se retrouver avec plus de candidats qui voudront travailler chez elles, en fait. Ouais. Ou alors les personnes qui travailleront chez elles seront là, on appelle ça les boulots alimentaires. Et il y a zéro implication dans un boulot alimentaire, en fait. Et un boulot alimentaire, déjà, il est temporaire aussi. Donc je pense que ces sociétés-là, elles vont se retrouver sans employés, en fait. Tout simplement parce que les gens, ils préféreront aller travailler sur des petites choses ailleurs qu'aller travailler dans une société où il n'y a pas de sens, quoi. Et on est la première génération qui moi je disais il y a pas longtemps, c'est nos grands-parents, ils cherchaient à bouffer. On était en période de guerre ou post-guerre, c'était une crise sans nom. Eux, vraiment leur défi du quotidien, c'était de est-ce que je vais manger ce soir, est-ce que je vais être en vie demain, quoi. Nos parents, ils étaient plus dans une phase années 70, 90, 2000, c'est est-ce que j'ai un CDI? J'ai la sécurité de l'emploi. C'est-à-dire que tout ce qui compte, c'était d'être sûr d'avoir un salaire qui rentre. Et nous, finalement, on sera sûr de bouffer ce soir, on sera sûr d'être en vie demain. Avoir un CDI, c'est devenu une banalité, en fait. C'est pas très compliqué, voilà. On trouve du boulot très facilement, finalement. On arrive tous à changer de carrière de plus en plus, tu vois, à se réinventer. En fait, la seule chose qui nous manque, nous, c'est du sens. On veut être heureux. Du coup, tu vois, pyramide de Maslow un peu, même si jamais elle est pas totalement vraie, mais elle démontre bien. Nous, maintenant, on veut kiffer, comme disent les jeunes. Tu vois, on veut être fier de ce qu'on fait, on veut pouvoir en parler autour de nous, on veut que ça nous apporte quelque chose, ça nous fasse grandir. Et demain, on n'acceptera plus. Alors, on est la génération transition, quoi. Parce qu'il y a encore des gens, je pense, qui font ces compromis-là et qui se mettent et qui ont l'impression de pas pouvoir changer de métier, alors que c'est faux. Tout le monde peut changer de métier. Mais on est la génération transition, et demain, c'est sûr et certain, les sociétés qui n'impliquent pas et qui ne donnent pas de sens, moi, je pense qu'elles se retrouveront sans personne. Ouais, et puis je sais pas si toi c'est le cas, mais regarde, moi à la base j'étais technicien de laboratoire, quoi. Enfin, et je pense que aujourd'hui notre génération, je connais peu de personnes qui ont fait des études dans un domaine et qui sont encore dans ce domaine entre guillemets, et les carrières de rester 40 ans dans la même boîte, je pense que ça va être de moins en moins présent, et que ouais, voilà, c'est lié à ça, c'est lié au sens aussi, et c'est vrai que je suis totalement d'accord avec toi. On est vraiment sur une période de transition, et aux États-Unis, de plus en plus de personnes montent leur boîte en indépendant ou en freelance,
Et effectivement, il y a des gros groupes qui ont déjà du mal à recruter et je pense qu'il faut arriver à rendre l'industrie sexy et attractive si pour attirer des talents et ça passe par un écosystème viable et une prise en compte de l'humain. Même si j'aime bien dire cette phrase parce que aujourd'hui je pense que c'est vraiment ça, c'est vraiment je pense c'est ok, on avance, on va vite sur la technologie, mais c'est comment toutes ces technologies servent à l'humain. Mettre le digital au service de l'homme. Moi, ça, c'est vraiment je suis d'accord avec toi. Après, une mission. T'as dit qu'il fallait rendre les usines sexy. Moi, je pense qu'elles le sont déjà. C'est juste que elles le présentent mal. Ouais, et on parle de t'as dit les gens ils vont changer d'entreprise souvent, tu vois. C'est fini les carrières à 20, 30, 40 ans. Maintenant aujourd'hui on reste entre 2 et 7 ans dans une boîte max, tu vois. C'est plus ça maintenant les carrières. Ben ça finalement, c'est une super bonne chose pour les usines, pour les entreprises, parce que regarde, moi j'ai dû visiter 150 usines, je pense, depuis que j'ai commencé Déclic. Peut-être que j'avoisine les 200, j'en sais rien. Je compte plus maintenant. Mais putain, tout ce que j'ai vu, alors c'est des visites courtes, hein, j'ai pas travaillé chez elles, mais déjà rien qu'en faisant ça, putain, j'ai vu plein de méthodes, plein de choses bien, etc. Je me dis, et quand je discute avec des clients à nous ou des prospects et les responsables de production, ils me disent, ben moi j'ai travaillé dans une usine, 2 usines. Et je dis, mais t'es jamais allé voir une autre usine ailleurs, etc. Bah non, bah ça s'est jamais fait, etc. Je me dis, mais imagine, tu recrutes quelqu'un, il a déjà travaillé dans 10 usines. Putain, mais il a vu des trucs, il a énormément apporté. Et donc la circulation des talents comme ça, c'est un peu ça qui va se passer. Ben, elle est hyper bénéfique en fait. C'est une bonne chose que on reste plus dans la même boîte et qu'on change de boîte finalement. Ah mais moi je suis totalement convaincu, hein. Je suis comme toi. C'est factuel. Ça va se passer comme ça. Enfin, ça se passe déjà comme ça. Mais moi clairement, oui, je pense que c'est un vrai bénéfice. C'est quelque chose de super intéressant et c'est évidemment de la valeur ajoutée pour l'entreprise et de toute façon c'est le principe c'est un peu le principe du voyage entre guillemets, c'est que moi je suis quelqu'un, j'aime bien voyager, c'est là où tu apprends le plus sur toi et sur les autres quoi. C'est quand tu sors un peu du cadre, tu sors un peu de ta zone de confort et plus t'accumules de vécu et d'expérience et plus ça peut être utile pour les autres. Ça tombe de sens mais ouais. Non mais il faut l'amener, tu vois, il faut le présenter aussi pour pas que ça soit anxiogène. Parce que les managers d'aujourd'hui, c'est nos parents. Et je vois quand tu dis à tes parents que tu vas quitter ton CDI, ils sont pas bien, tu vois. Donc il faut aussi il faut prendre en compte, tu vois, tout ça et se dire que faut montrer les côtés positifs de ça, quoi. Ouais, c'est clair. Ce que ça apporte de bien, quoi. C'est clair. On arrive à la fin là. Je t'ai posé pas mal de questions. Bon, tu m'en as posé un peu, j'avoue. 3 dernières questions pour finir, que j'ai complètement oubliées, parce que c'est tout le temps les mêmes. La première, c'était, est-ce que tu as un livre à nous recommander ou une vidéo? Parce que maintenant on regarde beaucoup de vidéos sur Internet aussi. Ouais. Un livre ou une vidéo à recommander. Je réfléchis, il y a plein de trucs qu'on pourrait recommander de Nier ou quoi, mais pour parler d'amélioration continue dans les usines. Pour parler d'amélioration continue, c'est pas une recette de pommes de terre ou une de frites ou enfin. C'est un truc. Ouais, je vais te dire un truc, mais je crois qu'ils font plus de vidéos aujourd'hui. Mais il y avait une chaîne que je suivais qui s'appelait Excellence Opérationnelle TV, qui était super intéressante. Et alors peut-être qu'ils refont encore des vidéos. Toujours. Mais en tout cas, ça existe toujours? Alors, elle existe toujours, je suis dessus là. Ouais, mais ils ont 15 000 abonnés. Leur dernière vidéo, elle date d'il y a 2 ans, ouais.
Ouais, tu vois, c'est ça. Et ouais, donc du coup, c'est peut-être pas ça qu'on va conseiller, mais en tout cas, leurs vidéos, leur contenu, il est top. Et je sais pas pourquoi ils se sont arrêtés, mais moi, j'aimais beaucoup le regarder, ça. Et après, franchement, sur l'amélioration continue, des vidéos, des livres, je t'avoue que je m'y intéresse pas plus que ça à lire des trucs. Moi, tu sais, je m'intéresse à beaucoup de choses, à plein de choses, et ouais, c'est vrai que je suis pas du genre à lire des trucs sur l'amélioration continue. Excellenceopérationnel.tv, c'est très bien déjà. Hein. Ouais, ok. Ils ont même un site web qui est toujours en fonctionnement, mais ils ont surtout leur chaîne YouTube. Ouais. C'est bien, je trouve. Yes. Bah écoute, du coup, ouais. Bon, là, je suppose que ça tournait pas, du coup, on va se la refaire, non? Si, t'inquiète, il coupera, Gabriel. C'est très Ah, bien. ok. Moi, j'aime bien les trucs naturels. Peut-être même, tu vois, il laissera ça. Ah, ok. Ça fait plus naturel. Dernière question, du coup, et après, je vais te libérer. C'est, est-ce que tu as, du coup, une question pour moi, vu que je t'ai posé plein de questions? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais me poser? Ouais, attends, je viens de trouver une petite question. Euh, comment, je vais reprendre une question que tu m'as posée, du coup. Comment toi, tu vois les choses aujourd'hui par rapport à Déclic? Comment est-ce que c'est quoi ton plus gros succès aujourd'hui et où vous en êtes dans votre développement? Et comment tu vois les choses par rapport à Genba? Par rapport à Gemba, c'est-à-dire en collaboration? Ouais, Ok. Alors notre plus gros succès, vu que tu as posé plusieurs questions, notre plus gros succès, c'est que c'est les clients qu'on a au téléphone, donc des clients actuels qui nous appellent pour nous remercier d'avoir pu embaucher quelqu'un, acheter une machine ou mettre en place telle méthode et que ça les a aidés à atteindre leurs objectifs. Donc ça c'est la plus grosse des réussites aujourd'hui. Comment je vois le futur avec Gemba? Ben moi je me suis rendu compte que en fait ce que j'aime bien avec Gemba, c'est tu l'as dit, tu as dit le mot accompagnement. Il est important pour toi ce mot, je pense. ouais, Euh, c'est- et en fait moi c'est ça que je vois, c'est que il va y avoir une phase de transition qui est déjà en place où on va être obligé, toi comme moi, d'accompagner nos clients à l'utilisation de nos outils parce que ils ont la tête dans le guidon. Parce qu'ils ont énormément de choses à faire et parce qu'ils n'ont pas forcément les ressources en interne pour pouvoir faire ces choses-là. Moi, je me rends compte avec Déclic aujourd'hui que on installe des boutons, on donne des jolis dashboards, des jolis graphiques, des jolis exports à nos clients, mais il faut quand même prendre du temps après pour restituer les données, les analyser un petit peu, les lire, suivre les actions, etc. Mm. Et du coup, on est en train de proposer ça à nos clients, de leur dire, bah écoutez, si vous voulez, nous on prend ce temps-là pour vous en fait. On vous nous utilisez un peu comme prestataire où on va, on est une ressource de plus chez vous qui va animer, on appelle ça animateur des clics, qui va animer ces données. Et pour moi, demain, toutes les startups comme la tienne et la mienne, on va faire ça. On va vendre des animateurs à nos clients pour animer l'utilisation de nos outils qui les aident. On va s'appuyer sur des cabinets de consultants comme des gens qu'on a eus et des gens que je connais qui vont nous aider à faire ces prestations parce que eux ils font des prestations beaucoup plus haut de gamme, on va dire, en termes de lean et d'amélioration continue. Et nous, ils vont nous aider à faire cette transition avec les clients. Et moi, je vois bien en fait petit à petit que des outils comme le tien et le mien, ils se fusionnent en fait. Au début, on va avoir un client, deux clients en commun, puis 10, puis 100, puis 1000, et puis à un moment donné, il y aura. Moi, en fait, ce que je vois dans toutes les solutions de start-up qui existent dans les usines, mon mot préféré, c'est API. Je sais pas si Ouais, tu connais ce mot-là. ouais, API, pour ceux qui magique. connaissent pas, je vais traduire exactement parce que du coup, chaque fois je me trompe. Ça veut dire, c'est de l'anglais, c'est interface de programmation. Et en anglais, si je dis pas de bêtises, ça veut dire application programming interface. Alors bon, c'est un mot barbare. En fait, il est hyper simple ce mot. Il veut dire quand moi je décide de mettre en place une API,
c'est comme si j'écrivais un dictionnaire qui expliquait comment lire mes données. Et c'est toi, tu avais un autre dictionnaire qui expliquait comment lire tes données. Et du coup, c'était beaucoup plus simple pour nous de s'envoyer les données. Alors bien sûr, avec des clés d'authentification uniques entre ta société et ma société, plus une clé d'authentification unique du client sur les logiciels. Enfin, tu vois, genre, il y a énormément de sécurité dans les API. Hein. C'est pas tout le monde ne peut pas venir prendre la donnée. C'est pas ça en fait une API. Une API, c'est beaucoup plus simple pour une société comme la mienne et une société comme la tienne de connecter nos systèmes pour faire que ma solution plus ta solution fonctionnent ensemble, comme si de manière transparente. Et moi, c'est comme ça que je vois le futur demain. C'est d'un côté, on aura des cabinets de conseil qui accompagneront et qui utiliseront ces outils. De l'autre, on aura des startups qui développeront, concevront des outils pour les usines et qui les aideront aussi à les utiliser. En fait, c'est un peu comme tu vois, genre si jamais une société de transport te vendait du transport avec des camions de marchandises, mais sans les chauffeurs. Ouais, totalement. Mais je suis totalement. Et en fait, tu vois, genre c'est fou. On se dit mince, ça marche pas. Les clients, ils utilisent pas les camions. Ouais, mais ils ont pas le permis camion en fait. Donc c'est aussi simple que ça, quoi. Totalement en phase avec toi. Et du coup, pour rebondir là sur ce que tu viens de dire sur l'histoire d'API, bon, évidemment, on en a déjà discuté ensemble et et on sait que voilà qu'on va pouvoir avancer ensemble sur cette idée-là. Juste en termes d'actualité, nous on est en train on a remporté un appel à projet avec merci avec la société oui si c'est une société collaborative à intérêt collectif, une SIC, qui s'appelle Provence Numérique. Et Provence Numérique, leur mission, c'est de mettre à disposition des outils pour accompagner les entreprises. Donc, on revient un peu sur l'idée de consultant. Et ici, dans le cas présent, c'est sur la transition et la maturité digitale des sociétés. Et donc, du coup, on est en train de mettre ça en place. Et autour de ce projet de transition et de maturité digitale, l'idée, c'est également de faire le lien avec des consultants qui puissent derrière accompagner l'entreprise. Donc, on en revient à ce que tu disais. Donc, animer finalement les résultats du diagnostic. Et du coup, je le donne un peu en scoop, mais à partir du mois d'octobre, on va dire, si vous voulez tester Genba gratuitement, dans le cadre de cet appel à projet, il vous suffira de renseigner un SIRET, un mail et un téléphone, et vous pouvez faire un diagnostic gratuitement et être mis en relation avec des consultants sur la maturité et la transition digitale des entreprises, le tout à travers l'outil Genba. Et donc pour rebondir, Arnaud, c'est génial, ça. Cette fonctionnalité de mise en relation avec les consultants sera demain intégrée à Genba et pourrait être utile aussi pour animer tes animateurs des clics. J'adore moi. On va en parler après, je pense, ce podcast. Ça m'intéresse beaucoup et je trouve ça génial et extraordinaire que tu puisses avoir accès gratuitement en fait, que tu puisses tester en fait des solutions comme la tienne et comme la mienne. Nous aussi, on propose, tu vois, un mois gratuit à tous nos clients et je pense que c'est hyper important qu'on puisse tester en fait des choses gratuitement et du coup félicitations. Je trouve ça assez génial, puis simple en fait en plus. Tu mets un SIRET, un email et tu peux tester Genba, quoi. Voilà, exactement. Tu peux tester Genba sur un diagnostic et tester, savoir où tu en es aussi de ton évolution et ta maturité, et où t'en es dans ta transition digitale et comment derrière tu peux identifier des axes d'amélioration et t'améliorer. Génial. Eh ben écoute, félicitations Dorian, super nouvelle. Merci beaucoup d'être venu sur cet épisode du déclic du Lean. Merci pour tous tes échanges et puis je te dis à bientôt. Ça marche, merci pour l'invitation Arnaud, c'était toujours un plaisir d'échanger avec toi et à très vite. Bonne journée à tous, au revoir. Au revoir. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas, il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn.
Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, eh bien, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, declique.fr. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr, declique.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.